Bonjour Dr Philippard, vous êtes Bonjour. chirurgien maxillofacial, membre du corps professoral de l'Université libre de Bruxelles, 35 années d'expérience professionnelle, une thèse de doctorat sur l'utilisation des PRP en 2005, 15 années attaché au laboratoire de thérapie cellulaire et clinique Unité 721 à l'hôpital Erasme, où vous y faites des recherches cliniques appliquées en maxillofacial, en ORL et paradoxalement en gynécologie. Pouvez-vous, Dr Philippard, nous expliquer le lien entre votre pratique et l'hormonothérapie? Écoutez, certainement. Tout d'abord, merci de m'avoir invité à cette présentation. Il est vrai que la spécialité d'abord de stomatologie maxillofaciale n'est pas tellement connue du public. Elle s'occupe essentiellement de la pathologie de la cavité buccale, des maxillaires, tant au niveau tumoral qu'autre, mais tel n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de patientes, en général, vont venir consulter aux alentours du climaté, c'est-à-dire la période qui entoure l'arrivée de la ménopause, pour des disconforts buccaux. Okay. Et ceci est très classique, avec une perte de goût, avec la sensation d'avoir une bouche en permanence sèche, avec aussi, je dirais, durant une partie de la journée, l'impression d'avoir des glaires en bouche qui les inquiètent, qui vont faire consulter en ORL et autres, et sans autre solution. Alors m'est arrivé petit à petit une réflexion personnelle, et surtout les contacts que j'ai eu avec Thierry Hertot, qui est un ami, pour revoir un peu la situation plus en profondeur, parce que quand moi j'étais moi-même étudiant, il n'y avait aucune solution qu'à part donner des vitamines à ces patients, on ne solutionnait rien, c'est une réalité. Et donc on est arrivé petit à petit à se dire, mais enfin, pourquoi est-ce que l'hormonothérapie, chez les femmes qui sont ménopausées, va peut-être relancer l'entièreté du système, je dirais, des glandes exocrines qui étaient effectivement taries, voire complètement anéanties par la sénescence débutant due à la ménopause. Et donc, après une mise au point, petit à petit, je me suis rendu compte, et maintenant de façon assez habituelle, j'ai des consultations où j'ai quand même pas mal de demandes qui ne vont que dans ce sens-là. Les patients viennent pour des disconforts, et paradoxalement, de façon très fréquente, ce disconfort buccal est corrélé à l'absence de support hormonal de l'autre côté. Donc on fait une mise au point complète, à condition que les facteurs de risque d'une hormonothérapie de substitution ne soient pas présents. L'hormonothérapie de substitution assez classique à base de stradiol, de progestérone, éventuellement de DHEA, va petit à petit complètement modifier effectivement la situation du milieu buccal, qui va avoir deux incidents. C'est-à-dire si la patiente est complètement édentée, la muqueuse va s'en retrouver beaucoup plus trophique, elle va de nouveau être humide comme elle doit l'être en bouche, et va permettre le support de prothèses dentaires qu'elle ne supportait plus auparavant, va permettre d'éviter aussi des complications de type infectieuse comme les fameuses mycoses buccales qui sont l'objet chez les sujets âgés. Et si la patiente est dentée, éviter les problèmes éventuels de pathologie gingivale. Pas toujours, bien entendu, parce qu'il y a des raisons, il y a des facteurs extrinsèques, il y a des facteurs intrinsèques et génétiques, tout ça on connaît. Le monde denté va pouvoir très bien l'étayer là-dessus, mais en attendant, l'homéostasie, la régénération de l'homéostasie hormonale va jouer un rôle évident dans la récupération d'un équilibre buccal. Et le plus étonnamment, c'est que ces patientes venant en consultation pour un problème buccal vont revenir à la consultation par après avec un sourire épanoui, très souvent, pas toujours, mais c'est pas non plus une idylle, mais c'est quand même pour vous le dire, qui va en même temps témoigner le fait qu'en fait que tout va fonctionner beaucoup mieux. Elles ont plus d'énergie vitale, elles ont un meilleur confort buccal, elles voient disparaître la problématique de la dysgeusie, c'est la modification des goûts qui empêche de goûter correctement un aliment, et surtout d'avoir moins de douleur au niveau buccal. Et tout ça est corrélé aussi à une amélioration, comme elle explique par après, de leur vie génitale. Donc en fait, l'entièreté du monde des muqueuses va être améliorée par cette thérapie, je dirais, au niveau hormonal. Donc ça va jouer un rôle non négligeable chez ces patientes. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous vous attendiez à la base quand vous soignez quelque part des problèmes dentaires au niveau grâce à l'utilisation d'hormones? Est-ce que vous attendiez à avoir une résonance dans l'entièreté du corps, au niveau des muqueuses par exemple? Oui, en tant que médecin, ça me semblait évident, mais où par contre, je ne me semblait pas évident du tout, c'est que c'était un domaine qui était complètement en friche il y a de ça encore quelques années, dans lequel nous n'avions pas, nous, dans le monde de la stomatologie, la maxillofaciale, la pathologie, je dirais, cette pathologie buccale-là était très très mal appréhendée, peu connue, tant par les ORL que les médecins ou que par les dentistes. On n'avait pas de solution thérapeutique. Et ici, manifestement, on met en brèche, je dirais, un chemin potentiel de solution thérapeutique. Alors ça, c'est dans la pathologie féminine, c'est moins fréquent dans la pathologie masculine. Comme on le disait très bien, l'andropause, c'est encore un peu un sujet tabou. La situation semble être plus ou moins la même. J'en ai beaucoup moins d'expérience, parce que beaucoup moins de demandes du côté masculin, assez étonnamment. Mais c'est vrai que c'est une situation auquel on ne s'attendait pas à avoir un tel apport thérapeutique positif avec ce genre de thérapeutique finalement fort simple. Le stradiol et la progestérone, ce sont les deux hormones bas qui sont sécrétées par les ovaires.
qu'on va redonner en dose, je dirais, physiologique, avec une progression, je dirais, bien définie pour pouvoir éviter l'adaptation d'une patiente par rapport à l'autre à ce type de thérapeutique, justement, on a un effet d'équilibre et surtout de confort pour la patiente. Donc, c'est quand même une solution extrêmement élégante, se donner un médicament qui soit vraiment un médicament à visée bien spécifique, qui aura bien entendu des effets secondaires. C'est ça, parce qu'une des mauvaises conceptions, je dirais, par rapport au public de l'hormonothérapie, c'est que souvent les gens ont tendance à croire que c'est un élément presque dopeur, alors que la seule chose que vous faites, c'est rétablir des niveaux normaux, en fait, et pas plus, en fait. Mais évidemment, la réflexion est tout à fait pertinente, c'est une question où on met le curseur, évidemment, bien entendu, puisqu'on peut augmenter la dose, l'ingestion de la dose, ou la diminuer, ce qui n'est pas le cas dans une situation normale en physiologie chez un patient ou une patiente de 30 ans. Donc ces gonades vont sécréter une certaine quantité de testostérone chez l'homme et le cycle classique œstradiol et progestérone chez la femme. Évidemment, modifier ceci par des représentations qui sont anormales, mais ceci aura des effets secondaires. Donc ce n'est pas le but que l'on cherche non plus. Et la patiente ou le patient ne cherche pas à être dans une situation où il va avoir des effets secondaires. Ce qu'il veut, c'est de la physiologie, se sentir bien et dans la mesure du possible retrouver, je dirais plutôt un confort, un type de vie, un élan vital correspondant à ce qu'il avait 15 ou 20 ans plus tôt, sans pour autant le mettre dans une préparation pour faire, je dirais, un exercice physique ou une compétition extrême qui va tout casser par après, bien entendu. Et docteur, quelles sont les réactions que vous avez par rapport à votre patientèle, justement, qui ne s'attend peut-être pas spécialement à ressortir avec une prescription d'hormones, en fait, quelque part? Alors, c'est tout à fait pertinent, cette question, parce que certains patients, certaines patientes sont très ouvertes à cette question et trouvent ça très intéressant. Et alors là, d'entrée de jeu, puis il y a le phénomène d'empathie, toujours la relation médecin-patient qui est fondamentale, mais la patiente, alors, ou le patient va suivre la proposition, et avec toujours un petit peu un aspect un peu dubitatif au départ. Puis on fait la mise au point au niveau sanguin, on voit un petit peu l'alimentation de la personne, l'état de l'hygiène buccale en général qui joue un rôle extrêmement crucial, et puis on s'oriente vers une proposition thérapeutique. Alors le patient va suivre cette proposition thérapeutique, et alors là, moi je donne toujours des délais, en fait c'est le principe des 3 semaines et des 6 semaines, 3 semaines, 6 semaines, 12 semaines, et on revoit le patient au bout de 3 semaines pour voir comment il se porte. Sans changer la thérapeutique. Enfin, ça n'arrive quasiment jamais parce qu'en général, c'est en phase de démarrage et le patient voit petit à petit les effets qui apparaissent. Tout va bien, c'est un peu une consultation pour rassurer le patient, pour un peu continuer à lier, ce qui est très important, le lien entre praticien et patient au niveau psychologique, pas du tout au niveau thérapeutique, et voir et laisser le patient continuer son petit rôle. À 6 semaines, on est à 1 mois et demi, là on va revoir la situation cliniquement. Et vers 2 mois, on va refaire une prise de sang pour voir où on en est au niveau évolution hormonale. Et là apparaissent alors les résultats cliniques, on voit le patient qui revient, et la plupart du temps, le dialogue va être franc, il va être ouvert. De temps en temps, on a quelques disconforts qui apparaissent. La plupart du temps, comme j'ai encouru récemment avec un homme, là, récemment, bon, on a un patient qui arrive en disant « Oui, je vais beaucoup mieux, je vais en parler à ma psychiatre parce que j'étais complètement dépressif, rien qui allait. » Et comme par hasard, je dis « Oui, je vais surtout moi-même renvoyer un rapport à la psychiatre parce que j'ai pas de raison qu'elle ne soit pas au courant. On va la mettre au courant. » Donc, le patient était en plus hypothyroïdien, un peu méconnu, mais pas beaucoup. Mais comme tout se tient dans un corps humain, le fait de redresser ce genre de situation va améliorer tout le système, je dirais, hormonal et de facto tout le système métabolique du patient. Et donc, à ce moment-là, la confiance s'installe. Et alors là, vous avez des patients qui sont véritablement un bonheur absolu, parce que quand vous les voyez arriver chez vous, d'abord, c'est heureux de les voir, parce que voir un patient qui va bien, c'est le rêve de tout médecin. Et deuxième chose, en plus, le patient vous donne énormément de par la relation humaine qui va vous induire, parce qu'il voilà, il teste ceci, teste cela. Et donc, ou bien alors, au départ, la discussion passe sur un état réel de méfiance, le patient n'est pas tout à fait convaincu, il va d'abord se renseigner, il va réfléchir, c'est pas la grande majorité, et puis il revient, et puis on avance sur la pointe des pieds. Ou alors vous avez quasiment le rejet, moi, aucune thérapeutique, le monde est ainsi fait, on vieillit tous, je n'ai pas besoin de prendre de médicaments, je vieillirai comme tout le monde. À ce moment-là, le dialogue s'arrête, on serre gentiment la main au patient ou à la patiente, on dit, voilà, je ne sais pas faire plus, mais enfin, moi, c'était ma proposition que je vous faisais. Mais en général, l'approche est plus ouverte. Et il faut dire que, je crois qu'ici en Belgique, avec pas mal de médecins qui font ce type de thérapeutique, dont l'école de Thierry Hertot, qui joue un rôle extrêmement important, petit à petit, on sent que la balance est occupée à pencher, et on sent que le monde médical commence à s'ouvrir à cette thérapeutique, finalement, où quelle que soit la spécialité médicale dans laquelle on travaille, qui est fondamentale, parce que la médecine est devenue tellement gigantesque au niveau connaissance, qu'il n'est plus possible de connaître la médecine en entier, ça c'est exclu. Alors déjà dans un domaine de compétences bien spécifique, dans des spécialités lourdes, il est
difficile de se tenir au courant de tout. Alors vous imaginez que pour vous devez traiter un patient sur tout, malheureusement c'est plus possible maintenant. Et je ne crois pas que ce sont les big data d'ordinateurs qui vont soi-disant remplacer les médecins, parce que la médecine est d'abord faite d'un contact humain, et le contact humain c'est 50% de la thérapeutique. Ça c'est des vieilles médecines et elles ont tout à fait raison. Homo sapiens fonctionne sur l'émotion avant de fonctionner sur la rationalité des choses. Et donc, bref, parenthèse fermée, et donc c'est vrai que cette ouverture, ne fût-ce qu'il y a quelques réflexes fondamentaux sur, je dirais, l'équilibre hormonal du patient, et voir certains points qu'on va sonder assez facilement, bon, de façon moins automatique chez un patient de 25 ans que chez un patient de 55 ans, on est bien d'accord, mais ça on le sait, va déjà en soi permettre d'éviter quelques énormes carences qui autrement vont passer inaperçus, et on aura beau essayer de rattraper certains problèmes, je dirais, périphériques, et qui apparaissent en aval, cette pathologie de base, on va solutionner partiellement le problème, mais le problème de base, on ne l'aura pas solutionné. Et donc, je crois que tout est là, en fait, c'est dans cette ouverture vers de revoir un peu quels sont les grands points fondamentaux métaboliques, les grands chapitres métaboliques fondamentaux de l'hormonothérapie que l'on peut voir, ou les désordres que l'on va voir apparaître chez les patients d'une cinquantaine d'années qu'on peut corriger. Et ça, c'est fondamental. D'accord. Et est-ce que vous avez parfois le sentiment de véritablement devoir éduquer certains patients qui sont pris en charge par d'autres spécialistes par rapport à d'autres pathologies et qui, quelque part, peuvent véhiculer la crainte que votre traitement va télescoper quelque chose, une pratique où un autre spécialiste est occupé de suivre des guidelines, je dirais, balisés, bien connus? Écoutez, ça c'est la question, effectivement, parce que dans le groupe de médecins qui font ce type de thérapeutique à différents niveaux, entre confrères, tous on a ces anecdotes, où on a, comme on dit à l'expression, des prises de bec parfois extrêmement virulentes, entre confrères, entre establishment universitaires, je peux en parler, j'en fais partie, où il y a des blocages de vision de certaines choses et je dirais, de certaines propositions thérapeutiques ou d'hypothèses, je dirais, diagnostiques, pour expliquer certaines pathologies que présente cette patiente ou certains, je dirais, symptômes que présente la patiente ou le patient, pour essayer de sortir de ce type de travers. Ou, éventuellement, expliquer, je dirais, aux confrères avec qui on est en désaccord, les effets secondaires des médicaments, entre guillemets, traditionnels, que celui-ci ou celle-ci reçoit pour tel type ou tel type de pathologie. Alors parfois, effectivement, oui, c'est du très vif, hein, c'est du très très vif. Mais avec le temps, je dirais, force est de constater que ces tours d'ivoire, ou plutôt ces références absolues qui sont encore bien emmurées pour l'instant, sont petit à petit battues en brèche, parce que le retour des patients derrière, en thérapie fonctionnelle, la plupart du temps, est toujours extrêmement positif. Comme toujours, en médecine, le 100% n'existe pas, donc automatiquement, vous aurez toujours des problèmes chez certains. C'est comme ça, et ce sera toujours comme ça. Mais en général, l'effet positif est énorme. Et donc, de temps en temps, il ne faut pas avoir peur de le dire aussi, on va aussi un peu à l'encontre du business du pharmaceutique. Parce qu'on peut le dire clairement, pharmaceutique c'est très bien, mais malheureusement dans tout ça, il y a tout le problème éternel de la problématique, je dirais, des financements et du système, je dirais, boursier qui veut faire tourner ceci, cela, pas toujours dans l'intérêt, je dirais, du patient, ni du médecin. Et donc ça, évidemment, ça de temps en temps, ça donne évidemment des chocs frontaux dans la vision des choses, parce que le stradiol, tout le monde peut en produire, la progestérone, ce sont des molécules qui n'ont plus de brevets, qui sont produites depuis des dizaines d'années, qu'on connaît parfaitement bien, qui sont parfaitement bien connues à la fois de leur biodisponibilité, de leur tolérance, de la façon de les fabriquer, tout ça est parfaitement connu. Donc c'est une médecine quand même qui est relativement sécurisée, où il faut, en tant que médecin, avoir la subtilité de savoir pour tel patient, telle dose, telle administration, mais en soi, le problème n'est pas énorme. Par contre, d'autres molécules beaucoup plus récentes qui sont inventées du monde de la chimie, certaines sont absolument fondamentales et fantastiques pour des thérapeutiques difficiles, pour lesquelles il n'y en avait pas auparavant. Mais tant ceci peut être évité pour équilibrer un système hormonal, je vois pourquoi on ne pourrait pas le faire. Voilà, c'est l'évidence. Mais ça, de temps en temps, voilà, c'est pas toujours facile à faire passer. Enfin, moi, personnellement, je ne peux pas parler d'expérience personnelle, mais j'imagine que ce genre de problématique est bien présente. Ça, c'est un fait certain. Parce que ce n'est pas intérêt pour une firme de vous présenter, à force de renfort, je dirais, le nouvel estradiol, la nouvelle progestérone, la nouvelle testostérone ou la nouvelle DHEA. Ça n'a aucun sens. On va chez le pharmacien, une prescription médicale, il vous la fabrique, il vous la fait, il vous la délivre et l'affaire est faite. Il n'y a pas de business derrière. Et ça ne va pas pour le système actuel, ce qui est bien dommage.